14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il faut absolument qu'on recherche, parce qu'il y en a un ou deux ou trois ou quatre, je ne sais pas combien il y en a, mais il faut absolument qu'on recherche les assassins de ma fille. Parce que ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est pas possible. Bonjour, une jeune fille assassinée, un riche notaire accusé du meurtre, un juge révolutionnaire qui combat l'ordre bourgeois. Voilà les trois ingrédients de l'affaire qui a divisé la France à l'aube des années 70, affaire exceptionnelle. La première à connaître un déferlement médiatique sans précédent, placé sous l'œil permanent des caméras de télévision. Un crime devenu le symbole de la guerre des classes, au point qu'on en oublierait presque la jeune victime, Brigitte de Vèvre. 15 ans et demi pour ne retenir que le nom d'un lieu, Bruay en Artois, une commune du Pas-de-Calais. Malgré le temps et la mémoire qui s'effacent, l'affaire demeure toujours aussi emblématique, un mystère. Près de 50 ans après le meurtre, malgré les pistes, les inculpations, les changements d'enquêteurs et de juges, on ne sait toujours pas qui a tué la petite Brigitte et qui a ramassé ses lunettes. Pourquoi ce crime est-il devenu un crime hors norme ? Existe-t-il encore une chance de mettre un nom sur l'assassin ? Question qui continue à nous habiter et que nous poserons à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire de Bruay en Artois au printemps 72. Le nom de cette commune du Pas-de-Calais, posée au beau milieu du bassin minier, va vite être connu de la France entière, à la faveur d'un crime tout aussi soudain que révoltant. Dans l'après-midi de ce jeudi 6 avril 1972, deux enfants qui jouent au ballon dans un terrain vague coincé entre les rues de la Comté et de Ranchicourt à Bruay-en-Artois, stoppent net en apercevant dans un coin de la parcelle une silhouette dénudée et gisant sur le dos. C'est une jeune fille ou une jeune femme, les enfants ne savent pas très bien. Il y a du sang autour de son cou et sur son buste. Ses jambes ont été maladroitement dissimulées sous un vieux pneu qui traînait dans ce champ qui fait office de dépotoir. La victime ne respire plus, elle est morte. Gendarmes et policiers sont rapidement sur place. Le terrain est interdit aux curieux et ratissé à la recherche d'indices. Les légistes établissent que le décès est survenu la veille aux alentours de 19h45, 20h. L'autopsie va vite préciser que la jeune victime est morte par étranglement et suffocation à l'aide d'un lien souple, un foulard ou une pièce de tissu. La malheureuse a été traînée sur le sol et manifestement déshabillée à ce moment-là. Moins de 3 minutes après la mort, elle a été frappée derrière la tête, mutilée avec un instrument tranchant de type serpette, hachoir ou hachette. Elle n'a subi aucune agression sexuelle, un crime gratuit de désaccès, de rôdeur ou de sadique, pense-t-on alors à Bruay. L'un des enfants qui jouait au ballon, Philippe, a vite identifié la petite morte. C'est sa sœur, Brigitte de Vèvre, 15 ans et demi, fille de mineur. La famille habite à côté, au numéro 16, rue de la Comté. La police judiciaire de Lille part à la chasse aux témoignages. Mercredi 5 avril, veille du crime. Brigitte de Vèvre a quitté ses parents vers 19h30 pour aller dormir chez sa grand-mère, quelques rues plus loin. Un chemin qu'elle connaît bien. Elle a été aperçue vivante pour la dernière fois aux alentours de 19h40. Une habitante, Dominique Roger, 20 ans, dit l'avoir vue discuter près du terrain vague avec un homme grand, fort, entre 25 et 30 ans, portant un chandail à col roulé. Une autre riveraine de la rue de Ranchicourt indique avoir noté la présence d'une Peugeot 504 blanche garée ici à l'heure du crime. Un véhicule qui gênait l'entrée de son garage et qui appartient à maître Pierre Leroy, le notaire de Bruay. 5 jours après la découverte du corps, Henri Pascal, premier juge d'instruction au tribunal de Béthune, décide d'entendre le notaire, maître Leroy. Un célibataire austère de 37 ans, installé depuis toujours dans la commune, semble gêné de devoir répondre à des questions indiscrètes. Il confirme sa présence mercredi 5 aux abords du lieu du crime. À 20h35, il s'est rendu chez son amie Monique Béguin-Mayer, une femme à l'instance de divorce, qu'il fréquente discrètement et dont la maison n'est séparée du fameux terrain vague que par une haie d'aubépines. Concernant son emploi du temps, entre 18h30, heure à laquelle il a quitté son étude, et l'heure du crime, 19h45, 20h, eh bien, il ne sait pas trop. Il change 5 fois de version. Le juge est convaincu de tenir le suspect numéro 1.
Jeudi 13 avril 72, le juge Pascal, s'appuyant sur sa seule intime conviction, trop de contradictions dans les déclarations du témoin, décide d'inculper le notaire d'homicide volontaire. Le magistrat reconnaît qu'il ne dispose pas d'indices. Les enquêteurs n'ont pas pu retrouver les lunettes de Brigitte, pas plus que les talons de ses chaussures. Manque également l'outil tranchant qui a servi à mutiler gratuitement la victime. Pas de mobile, pas d'aveu, pas de preuves. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Béthune, maître André Guilly, s'exclame « De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un dossier aussi fragile, mais qu'importe ! Pierre Leroy est incarcéré. Coup de théâtre et coup de tonnerre. Le juge Pascal, marqué à gauche, opposé au secret de l'instruction, révèle lui-même l'inculpation aux journalistes. Il a même permis de filmer l'arrestation du notaire. Une affaire rondement menée, une semaine seulement a suffi pour trouver le suspect numéro 1 et le placer en détention. On va parler évidemment de Maître Leroy, mais pour l'instant on va rester sur cette scène de crime et on le fait avec vous, Daniel Bourdon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes un ancien policier, vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire et vous allez nous en parler. Vous êtes d'ailleurs l'un des meilleurs connaisseurs de ce cas qui fait toujours école aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de Brigitte, histoire d'une contre-enquête, retour sur l'affaire de Bruay en Artois, aux éditions Ravet Anceau. Daniel Bourdon, elle dit quoi cette scène de crime? On retrouve rien, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de... Déjà l'arme du crime, elle n'est pas là. Non, il n'y a pas d'arme du crime. On retrouve un corps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Blanchâtre, qui est apparemment décédé depuis longtemps, retrouvé par son frère, qui d'ailleurs pense avoir à faire un ivrogne, on va dire. Sur le coup, le choc peut-être de voir ce corps. Et donc, il pense que c'est un ivrogne. Il va prévenir les gens du coron, parce que ça se passe dans un coron. Et il sera aux environs de 14 heures. Et la police arrivera sur place d'ailleurs qu'à 17 heures. Ah oui. Donc, le grand problème de cette affaire, c'est qu'elle commence déjà mal, puisqu'on a une scène de crime pollué par 150 personnes qui sont sur place pour constater, pour voir ce qui se passe. Les curieux, finalement. Les curieux. Donc ça, c'est très important ce que vous dites, parce que pendant tout ce temps, on peut imaginer que des objets ont été ramassés, que peut-être même le corps a été bougé, on peut, après tout... Oui, mais alors ce qui est important, après, on pourra voir, c'est qu'il n'y a plus toute la nuit, donc les traces de pas étaient importantes autour de cette scène de crime, donc il y a eu d'autres traces de pas, vous savez, des cheveux, les moindres choses, des mégots de cigarettes, etc. Donc, évidemment, la scène étant polluée dès le départ, les dés sont faussés dès le départ. Les dés sont pipés dès le départ, et d'autant plus qu'à l'époque, la police scientifique, on en est au balbutiement. Bien sûr, l'ADN, tout ça n'existe pas. Voilà. Encore un mot, Daniel Bourdon. Le notaire Pierre Leroy, qui est-il? C'est un notable du coin, c'est ça? C'est un notable, il est réputé pour être un des hommes les plus riches du département, ce qui est possible. Son père était notaire, enfin toute une famille de notaires. On ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches, et en plus on est à la fin des charbonnages de France, donc il fait toutes les actes administratifs de vente des bâtiments. C'est une personnalité. C'est une personnalité en vue. C'est une personnalité connue, en vue dans certains établissements plutôt côté de Bruay, Béthune et sa région, et voire même jusqu'à Lille. Oui, c'est une personnalité, c'est un notable. Il fait partie du Rotary Club, et voilà. C'est quelqu'un en vue, mais c'est important parce que ça explique aussi beaucoup de choses et l'attrait qu'il peut susciter. Bonjour Pascal Cauchy. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime, maître de conférence à Sciences Po, auteur aux éditions Larousse de « Il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça ». L'affaire de Bruay en Artois, c'est évidemment le versant politique de cette histoire, mais qu'on ne peut pas occulter parce que ce versant politique, il est en filigrane de toute cette enquête qu'a commencé à nous raconter Daniel Bourdon. J'ai parlé du juge Pascal. Oui. Il est à l'époque très marqué à gauche, ce juge. Il le revendique, il est au syndicat de la magistrature. C'est un juge rouge, comme on les appelle à ce moment-là? Alors, pas tout à fait. En réalité, non, le juge Pascal, à un moment donné, la presse a dit effectivement qu'il était du syndicat de la magistrature. C'est pas vrai. En réalité, il ne l'était pas. Mais en réalité aussi, il y a des jeunes magistrats qui sont la pépinière de 1968 en quelque sorte, dont l'épicentre d'ailleurs est à Lille à un moment donné, et qui sont très, très intéressés par cette affaire et
considère un peu le juge Pascal comme leur étendard. En réalité, je pense que le juge Pascal est surtout fier de pouvoir parler devant les caméras, devant les micros tendus. Il n'a pas véritablement d'opinion politique, du moins il ne le dit pas publiquement. Il a simplement une conviction. Sa conviction, c'est que désormais, l'instruction doit être transparente. Et ça, c'est quand même un des leitmotifs, justement, du syndicat de la magistrature, des juges de gauche, comme on dit, et les fameux juges rouges que l'on va voir par la suite. Cette transparence de l'instruction, c'est véritablement tout le fil rouge de son discours lors de l'affaire de Brûe-en-Artois. Alors c'est le fil rouge, mais dans tous les cas, il épargne pas vraiment le notaire. Hein. Ça va très vite. Pas du tout. Mis en examen, il est écroué dans la foulée. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de preuve. Il le dit d'ailleurs lui-même, Pascal. Il dit il avait des réponses qui me convenaient pas. En tout cas, il savait pas s'expliquer. Là encore, le juge d'instruction parle de présomption. Et effectivement, le code de procédure pénale l'autorise à mettre en examen le juge sur présomption, tout simplement parce que le notaire a eu des contradictions dans son témoignage, dans son emploi du temps. Y a-t-il eu instruction à charge dès le début ? Certainement, vraisemblablement. Il y a un a priori que le juge Pascal met en œuvre, qui est... Alors, est-ce que dans la balance, est-ce que l'aspect politique de mettre en cause le bourgeois, le notable, l'emporte sur les présomptions et la découverte de l'assassin? Là, les choses sont peut-être plus compliquées. Un mot très court, Daniel Bourdon, parce qu'on va en parler après, mais ça pèse déjà sur l'enquête, cette espèce de priori. Ça pèse parce que là, on met tout de suite l'un contre l'autre, les ouvriers et les bourgeois, tout de suite. L'affaire du meurtre de Brigitte Devèvre va rapidement s'emballer. Chacun va devoir choisir son camp, les pro-juges et les anti-juges, les soutiens du notaire et ses détracteurs. Un crime de classe qui va débouler sur le terrain politique. Le juge Henri Pascal est décidé à mener tambour battant l'affaire Brigitte Devèvre. Dans les 15 jours suivant l'inculpation du notaire, il interroge ce dernier à 3 reprises. Maître Leroy indique s'être rendu ce soir-là chez sa mère à Oudin, à 4 km de Bruay. Il aurait ensuite roulé avec sa voiture sur de petites routes afin d'essayer le moteur de sa 504 qui chauffait, avant d'aller retrouver chez elle son amie Monique. Un emploi du temps toujours aussi imprécis, considère le magistrat, qui n'a aucune intention de remettre en liberté le suspect. L'amie Monique Béguin-Mayer, fille de l'un des plus gros marchands de meubles de la région, est elle aussi questionnée. Elle indique que Pierre Leroy ne portait pas sur lui de traces de sang et avait un comportement normal. Elle dit n'avoir pas vu le corps de Brigitte Devèvre alors qu'elle taillait sa haie d'aubépine. Le jeudi 27 avril 72, Bruay est le théâtre d'une reconstitution qui tourne au grand spectacle et au bain de foule. Des centaines de personnes sont massées dans les rues. Le notaire, protégé par des gendarmes, est conspué, hué, insulté. La témoin, Dominique Roger, ne reconnaît pas en Leroy l'homme au col roulé qui parlait à Brigitte, les vêtements saisis chez le notaire et qu'il portait le jour du crime, ne donne aucun indice. Malgré cela, le juge rejette les demandes de mise en liberté de Maître Leroy. 12 juillet 72, soit 3 mois après le crime, le juge Pascal organise une deuxième reconstitution. L'affaire, sur laquelle le magistrat souhaite ne garder aucun secret, et surtout pas le secret de l'instruction, a alors pris une tournure passionnée et politique. De nombreux militants de la gauche prolétarienne, parmi lesquels Serge July et François Ewald, se sont emparés de ce dossier, illustration selon eux d'un crime de classe. Un comité pour la vérité et la justice, rejoint par la famille de Brigitte et ses proches, voit le jour. Autant de voix qui soutiennent le combat du juge Pascal, un juge qui ne parvient pas pour autant à réunir des preuves. Lors de cette deuxième reconstitution, les témoins ne reconnaissent toujours pas Maître Leroy comme l'homme du terrain vague, mais un homme dans le public, membre du comité pour la vérité et la justice, reconnaît lui formellement Monique Béguin-Mayer. Elle était dans la voiture du notaire à l'heure du crime. Ne dites pas que vous m'avez vu, sinon je vais aller en prison, aurait-elle demandé à ce témoin de la dernière heure. Sur la foi de ce seul témoignage, Monique Béguin-Mayer est à son tour inculpée de complicité d'homicide et écrouée à la prison des femmes de Los-les-Lilles. Le comité porte à bout de bras le juge Pascal, le petit juge, comme le surnomme la presse, magistrat bouillonnant et truculent, toujours prêt à se laisser photographier et à répondre aux questions. Les avocats du notaire et de Monique Béguin-Mayer s'insurgent contre une instruction à charge. Un dossier vide, bancal. Le parquet de Béthune déplore, lui, le comportement de ce juge incontrôlable. La requête en suspicion légitime contre Henri Pascal, déposée par les avocats, est rejetée, mais l'affaire fait bien trop de bruit. Le 20 juillet, la Cour de
cassation dessaisit le juge Pascal, provoquant la colère de nombreux habitants et des militants du comité justice. Dossier dépaysé, un juge de Paris, Jean Sablérol, va reprendre l'affaire à zéro. Daniel Bourdon, ancien policier, vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Le juge Pascal, le voilà dessaisi à ce moment-là de l'enquête. Tout va très vite dans cette histoire. Beaucoup de temps perdu quand même. Quand on reprend un dossier pareil, je suppose qu'il est pas vide ce dossier, mais difficile à... Il faut tout reprendre à zéro. À exploiter. Parce qu'il est difficile, en plus... Le juge a apporté des éléments, mais il en a gardé aussi. Il n'a pas tout mis dedans. Ça, c'est ce que j'apprends en rencontrant des gens proches de lui. Et surtout, cette enquête, vous l'avez dit, est dépaysée. Les gens qui vont être après, enfin une personne, donc vous allez peut-être en parler après, qui va être mis en cause, va être aussi dépaysé, va se retrouver à Paris. Donc l'enquête repart à zéro avec un juge parisien qui va devoir reprendre tout à zéro. Et en fait, rien n'est fait en fait quand il reprend. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel Bourdon, à ce stade de l'enquête, contre le notaire ? Quelles sont les pièces qui pèsent? Mais pas grand-chose. Parce que on a sa position au moment du crime, elle est définie en aucun cas. La voiture qui est garée ne donne absolument rien. Elle est garée en haut, mais il avait fait plusieurs fois. On l'apprend, donc c'était pas quelque chose de nouveau. Et puis il y a aucun élément pour le seul problème du notaire, c'est que, comme a dit son avocat que j'ai rencontré quelque temps après avoir fait l'enquête, l'avocat a dit le roi s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il avait rien préparé, parce qu'il a été plus ou moins étonné des questions qu'on lui a posées sur cette affaire. Et j'en suis persuadé. C'est ça, donc il a été complètement pris dans une espèce de spirale. C'était quand même un homme de loi. S'il avait fait un assassinat dans la nuit, je pense qu'il aurait réfléchi à un alibi, il aurait réfléchi à des choses de très solides. D'abord faire vraiment disparaître le corps autrement que comme ça a été fait. Même si quelque part, moi je dis que effectivement dans la mouvance Le Roi, le corps a été déplacé. Je le dis dans un de mes livres, dans le deuxième. Je l'explique pourquoi. Mais là voilà, il y a pas grand-chose contre Le Roi, mais pas grand-chose. Et contre Monique Mayer? On est au même point. Bon, après, Monique Mayer a essayé de faire passer un message avec une couverture pour demander à Le Roi de ne pas trop s'exprimer sur telle chose. C'est un peu troublant, quand même. Oui, c'est troublant, mais je pense que c'est une maladresse. C'est aussi une maladresse. Alors, on va peut-être me dire, bah oui, bon. Non, c'est une maladresse. Mais il y a pas plus contre elle, en fait. Si. Alors, à la limite, on dirait que il pourrait avoir plus contre elle dans la mesure où on la voit ouvertement, et ça, les témoignages, j'en ai eu 5, 6 qui m'ont dit qu'ils l'ont vu sur l'escabeau en train de couper Saïd Aubépine le lendemain entre 12h et 14h. Et elle dit j'ai pas vu le corps. Et elle dit que j'ai pas vu le corps. Alors là, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis Monique Mayer couper une haie d'Aubépine, vous savez, la haie d'Aubépine, c'est quand même très costaud à couper. Quand on a 2 jardiniers, c'est quand même particulier quand même. Ouais, c'est un peu troublant. Effectivement, donc on peut ça pose des questions. Pascal Cauchy, vous qui connaissez aussi très bien cette affaire, et plutôt le versant politique, là l'extrême gauche, elle en fait un cas tout de suite emblématique, ce fameux comité. Il y a beaucoup de gens de Paris et de la région qui sont là pour mener ce combat. Tout à fait. L'affaire de Bruay-en-Artois arrive un peu dans le sillage, dans l'effet de souffle de mai 68, qui a vu fleurir un certain nombre de mouvements révolutionnaires plus ou moins radicaux. Et en 1972, il reste notamment un mouvement, du moins une famille, les maoïstes, comme on les appelle, et une organisation qui officiellement est dissoute, la gauche prolétarienne, avec un journal, La Cause du Peuple, qui s'intéresse à l'ensemble des faits divers qui se produisent dans cette société qui est en pleine transformation. Et les faits divers, pour la gauche prolétarienne, sont l'occasion de raviver la lutte des classes. Lutte des classes que, pour eux, le Parti communiste a abandonné. De telle sorte que un crime, un fait divers, devient l'objet justement d'une activité militante extrêmement intense. Et ils sont effectivement sur le terrain de Bruay-en-Artois. Et là, c'est un crime presque béni, j'ai envie de dire, pour cette extrême gauche, parce que le notaire, le bourgeois et la fille d'une famille de mineurs, on ne trouve pas mieux. On a des ingrédients exceptionnels
On a un théâtre, le théâtre d'ombre de celui du pays des corons, le pays de la mine, avec les acteurs emblématiques, les mineurs qui sont de l'aristocratie du monde ouvrier, et en face le notable dépravé, puisqu'on lui prête donc des aventures, et ne serait-ce que d'avoir une maîtresse à l'époque est je dirais, tout à fait critiquable, du point de vue de la morale, notamment de la morale gauchiste de l'époque. Donc c'est parfait. Je dirais le crime de Bruay en Artois incarne parfaitement le crime de classe. Un crime de classe. Alors, Daniel Bourdon, on sent bien que ce climat, il a pesé. Vous l'avez dit d'ailleurs dès le début de cette heure du crime. Oui. Il a pesé sur l'enquête. Hein. Les policiers là, c'est la PJ de Lille, hein, je crois, qui est saisie. PJ de Lille, oui. Ils sont gênés par ça ? Oui, d'abord, on enlève cette enquête aux policiers locaux. Il est toujours dit que ça aurait été bien de leur laisser un petit moment parce que, étant donné qu'ils étaient du cru, évidemment, ils auraient pu avoir plus facilement des renseignements. Et on fait venir un policier, enfin, qui est trancheuse de la crime et qui en fait c'est quelqu'un qui travaille plutôt sur la police financière. Donc c'est pas un spécialiste en fait. Et il devient un binôme avec le juge en fait. Et ils sont vraiment gênés par ce comité justice, cette agitation, etc. J'ai parlé de la reconstitution, elle est incroyable cette reconstitution. À la reconstitution, oui, bien sûr. C'est hallucinant comme spectacle. Oui, on a. Puis il y a des manifs, hein, quand même. Il y a des manifs qui vont sur Béthune. Non. Là, l'opinion publique est manipulée. C'est manifeste. J'ai oublié de dire une chose, c'est que je suis quand même un enfant du pays, que mon père était mineur. C'est important. Parce que c'est important quand même, parce que ça veut dire que je connaissais quand même Philippe de Wève qui a découvert sa sœur. Je connais un petit peu la famille, même beaucoup. Le père Léon, comme on l'appelait, son père, était archi connu. Donc voilà, je suis dans un terrain où je connais bien quand même. Hein. Et vous connaissez très bien parce que vous dites de Wèvre, et non pas de Vèvre. Le dessaisissement du juge Pascal, même s'il est contesté par ses partisans et dénoncé par les parents de Brigitte, apaise quelque peu le climat ambiant et relance une enquête qui va connaître un rebondissement majeur. 2 jours avant que le juge Henri Pascal ne soit dessaisi, la cour d'appel d'Amiens a fait libérer le suspect numéro 1, le notaire Pierre Leroy, après 3 mois de détention. Son amie Monique Béguin-Mayer va elle aussi pouvoir quitter sa cellule après 19 jours de prison. Avec ces libérations, le dossier s'effiloche, un désaveu pour la famille de la victime et tous les sympathisants du comité Vérité et Justice. Des dizaines de personnes continuent à visiter le terrain vague où l'adolescente a été tuée. Une pancarte ici porte ces mots. À cet endroit, Brigitte Devèvre, fille de mineur, a été assassinée par la bourgeoisie de Bruay. Le nouveau juge Jean Sablérol reprend alors un dossier sans dessus-dessous, sans indice, sans témoignage capital. Seul un coup du destin pourrait relancer l'enquête. 18 avril 73, 1 an et 12 jours après le meurtre, la chance semble tourner en faveur des enquêteurs. Un jeune homme de 17 ans, Jean-Pierre, sympathisant du comité de soutien à la famille Devèvre, avoue le meurtre. Au juge, il indique avoir eu rendez-vous avec Brigitte dans la soirée du 5 avril. Ils se sont disputés. Il ne sait pas pourquoi, mais il l'a étranglé avec un chiffon trouvé par terre. Il a traîné le corps jusqu'au terrain vague, traversant la haie d'aubépine de Monique Mayer. Il a voulu maquiller le meurtre en crime de sadique. Il a dévêtu sa victime et l'a frappé à coups de hachette. Les lunettes de Brigitte sont retrouvées cachées dans la doublure d'un fauteuil au domicile du frère de Jean-Pierre. Il les a ramassées quand Brigitte les a perdues. Elles sont reconnues par l'opticien de Bruay et le père de la victime. Les proches du jeune homme sont incrédules. Il se raconte des histoires. Il a lu trop de journaux. Alors, est-ce que Jean-Pierre dit la vérité ? Eh bien, je vous pose la question, Daniel Bourdon, ancien policier qui avait écrit plusieurs ouvrages sur cette affaire de Bruay. Ben non, il ne dit pas la vérité. Jean-Pierre, tout simplement, il a, comme je l'ai écrit, il a une audition à la Patrick Dils. C'est exactement ça ce qui lui arrive. On le dépayse, on l'emmène à Paris déjà, donc il y a déjà une erreur de procédure à ce moment-là. Et il est perdu, c'est ça ? Il est perdu. Et surtout, si on se réfère à ce qui va suivre, et ce qui va l'innocenter, c'est le dossier de la chambre d'accusation, qui va préciser par rapport à l'autopsie, est-ce que les déclarations de Jean-Pierre, on va se rendre compte que Jean-Pierre dit qu'il a étranglé à main nue, et on sait très bien que quand on étrangle à main nue, on laisse des sillons des doigts. Là, on a un large lien souple qui vient après.
L'autopsie ne correspond pas à ce que Jean-Pierre dit. Ça correspond Par pas. exemple, il dit qu'il met dans une brouette qui servait à prendre du charbon. On n'a aucune trace d'anthracite sur le corps de Brigitte, par exemple. Les lunettes. Alors les lunettes, c'est le seul hic que je ne peux pas vraiment répondre parce que il y a un hic. Mais Jean-Pierre peut très bien avoir trouvé sur le terrain vague ou à son rendez-vous qu'il dit avoir eu avec. Peut-être s'était-il rendu à ce rendez-vous, mais Brigitte n'était déjà plus là, était déjà dans le bois. Bien sûr, surtout ce que vous nous avez dit au début, cette heure du crime, c'est qu'il y a du monde. Pendant 3 heures, il va y avoir des personnes qui vont se déplacer sur le terrain vague. Donc il a très bien pu ramasser. Oui. Mais par contre, il y a un petit dans ce que vous dites. La famille, à un moment, ne reconnaît plus les lunettes. Et Cèdre Renan, l'opticien, on reconnaît, c'est comment dire, les verres. Oui, c'est ça. La correction. Oui, la correction. Pas spécialement la paire de lunettes, parce que c'est des pastourelles, je crois, le nom s'appelle, et il y en a des argentés et en or. Oui, et en couleur or, voilà. Et là, on est sur des argentés, donc ce qui correspond pas vraiment en fait. Ah, c'est un peu compliqué, oui, effectivement. Compliqué. On est toujours dans le doute. Pascal Cauchy, vous aussi qui connaissez parfaitement cette affaire, là aussi, Jean-Pierre, pour les gens du comité Justice et Vérité, c'est pas lui. Tout de suite, on s'en prend un sans grade, et quelqu'un qui est en plus leur sympathisant. Tout à fait. Le cas Jean-Pierre, comme on l'appellera dans les années qui vont suivre, dans un livre, dans les années qui vont suivre l'affaire, c'est quand même très emblématique pour la gauche prolétarienne de l'époque. D'abord, il fréquente beaucoup ces militants, il est de toutes les réunions, il est membre du comité Vérité et Justice, et puis c'est un orphelin, fils de mineur, fils d'ouvrier, donc, et à bien des égards, il va être véritablement emblématique du rebondissement de l'affaire pour la gauche prolétarienne. Le fait est que Jean-Pierre ne va pas tarder à se rétracter, trop tard pour la justice qui pense avoir sous la main le meurtrier de l'adolescente, même si une nouvelle fois le dossier n'est pas vraiment étayé. Le 3 avril 1974, Jean-Pierre est amené sur la scène de crime pour une reconstitution. Il avait un peu moins de 16 ans quand Brigitte a été tuée. 2 ans plus tard, Jean-Pierre, de constitution toujours fragile, est incapable de soulever et de porter dans ses bras le mannequin articulé 56 kilos censé représenter sa victime. 10 heures de reconstitution. Jean-Pierre nie avoir étranglé Brigitte. Quand le juge lui demande « Qui alors ?», il se tourne vers le notaire, convoqué lui aussi, et s'exclame « Demandez-le à Leroy ». Pierre Leroy obtient un non-lieu le 30 octobre suivant, tout comme sa désormais épouse, Monique Mayer, qui devient Monique Leroy, tous deux blanchis de tout soupçon. Le 27 juin 1975, Jean-Pierre est donc seul à répondre du crime de Brigitte Devèvre devant le tribunal pour enfants de Paris. Il est jugé pour homicide volontaire. Les parents de la victime, persuadés que le prévenu n'est pas le bon, ont décidé de ne pas se constituer partie civile. Le procès, prévu pour durer 18 jours, se déroule à huis clos. Les incohérences de ces versions et la psychologie à fleur de peau de l'accusé poussent le tribunal à acquitter un jeune homme émotif. Jugement confirmé 1 an plus tard par la cour d'appel. Personne ne sait alors qui a étranglé Brigitte. Daniel Bourdon, ancien policier qui avait mené toute l'enquête et contre-enquête sur cette affaire, qui a tué Brigitte ? J'ai ma petite idée. Malheureusement, on est sur une prescription. Vous imaginez bien que... Mais en tout cas... je ne vais pas vous lancer des noms. Procédons par élimination. C'est pas le notaire. Non, c'est impossible. C'est pas sa femme, désormais, son épouse. Et ce n'est pas Jean-Pierre. Ah, encore moins. Parce que Jean-Pierre, lui, il est complètement innocenté, et de l'autre côté, on a un manque d'éléments pour justifier le crime sur le notaire et Leroy. Excusez-moi, Mayer. Et Mayer. Pourquoi est-ce qu'il est acquitté, Jean-Pierre ? C'est ce que vous nous disiez ? Parce que les éléments qui sont donnés par ce que lui donne, la façon où il a exécuté le crime et sa position au moment du crime, ne correspondent absolument pas avec les données de l'autopsie. Et l'autopsie, c'est quand même un livre ouvert. Ça vous permet quand même de notifier des choses qui sont incompressibles, quoi. Pascal Cauchy, vous aussi, vous connaissez parfaitement cette affaire. Alors c'est un procès à huis clos, je l'ai dit, puisqu'il est mineur à l'époque des faits, donc c'est le tribunal pour enfants qui le juge à l'époque. Il y a du monde quand même à ce procès. Il y a des gens qui sont venus soutenir et qui se tiennent au courant de tout ce qui se passe. Il y a une ébullition d'ailleurs entre Bruay et Paris en permanence dans toute l'affaire. Il est certain que donc l'affaire Jean-Pierre va remobiliser l'extrême gauche, mais qui est un peu différente de celle des années 71-72.
d'abord, intervient un nouvel acteur dans cette affaire, la création d'un journal. C'était un des grands souhaits de cette nébuleuse, d'avoir un François rouge, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire d'avoir un quotidien qui rende compte des faits divers, mais dans un sens d'analyse politique. Et c'est la naissance du journal Libération. Et Libération, parrainé par Jean-Paul Sartre. On n'a pas évoqué tous ces intellectuels qui sont autour de l'affaire de Brûlé-en-Artois, mais ils sont très nombreux, comme Michel Foucault. Qui vont venir sur place aussi. Ils vont venir tous sur place. Ils viennent sur place. Ils y emmènent d'ailleurs leurs élèves, qui sont aussi souvent des militants. Et il va y avoir effectivement un va-et-vient entre le terrain vague de Bruay et le tribunal parisien. Et le cas Jean-Pierre, l'affaire Jean-Pierre va devenir là aussi cette cause qui va alimenter les grands moments militants du journal Libération à cette époque. On voit cette ébullition qui continue, qui va durer, qui va d'ailleurs continuer à bouillonner. Il y a d'ailleurs même d'autres tentatives d'essayer de remobiliser l'opinion sur des cas similaires. On en retrouve le cas notamment de suicide d'enfants à la fin de l'année 72 dans la région d'Hirson. On n'est pas très loin non plus du Nord. Et là aussi, les comités vérité-justice vont essayer de jouer le rôle. Ils seront présents. Ils seront sur le terrain. Mais en réalité, c'est un flux qui commence déjà à s'estomper. À s'estomper, évidemment. Pour différentes raisons. D'une part, l'effet générationnel. Tous ces gens qui étaient militants à un moment donné entrent dans une autre vie, parfois une vie active, une autre vie professionnelle. Et puis, j'ai envie de dire, le gauchisme s'éteint. Ouais. À partir de 75, 76, 77, il y a des raisons qui s'expliquent, mais on est dans une autre perspective, qui sont celles des élections présidentielles de 81. Voilà, et on est moins actif fatalement. Daniel Bourdon, quelles sont en quelques mots les pistes qui ont été oubliées en fait, les vérifications qui n'ont pas été faites, voilà, très prosélyte. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que déjà Brigitte, il faut quand même le savoir, c'est qu'on a oublié de prendre ses empreintes. On a oublié de prendre dans l'autopsie le curage des ongles, par exemple, parce qu'on sait très bien qu'une personne qui va être étranglée va se défendre avec ses mains. On oublie, on va même reprendre le corps de Brigitte pour faire cette opération, pour savoir. Et puis après, les pistes, on va partir sur un serial killer, carrément. On va carrément chercher ailleurs d'autres crimes qui sont similaires. Alors on va parler d'une jeune femme, Marie Imbert, qui est tuée. On va trouver des similitudes, mais en fait il n'y en a pas vraiment. Et surtout on va se rattacher à un crime qui a eu lieu 20 jours avant, c'est le crime de Cauchy, dans lequel aussi j'ai fait un livre pour avoir vu, et là on va s'apercevoir qu'il n'y a absolument pas de concordance avec le crime de Bruay, par exemple. Après l'acquittement de Jean-Pierre, l'enquête sur la mort de Brigitte de Vèvre ne va plus intéresser la justice. Des investigations abandonnées au bon vouloir d'un juge d'instruction qui va peu à peu laisser retomber le silence sur un dossier qui avait fait pourtant tant de bruit. Il faudra des années pour que peu à peu l'ombre du meurtre de Brigitte de Vèvre s'efface de ce paysage de Coron et que la guerre entre les riches et les pauvres, les bourgeois et les ouvriers s'estompe. Les principaux acteurs ont disparu. En avril 89, le petit juge Henri Pascal, 68 ans, rend son dernier souffle après avoir toujours cru sans doute à la culpabilité du notaire Pierre Leroy. Ce dernier disparaît moins de 10 ans plus tard, en octobre 97. Tous deux n'avaient jamais quitté la région. L'affaire est classée sans suite en 81, officiellement prescrite en 2005. Aucun élément nouveau n'a jamais émergé, aucune confession n'a été délivrée. Le dossier semble donc refermé à tout jamais. Le lieu du crime, le terrain vague de la rue de Ranchicourt, n'existe plus, remplacé par un lotissement. En 87, la commune de Bruay-en-Artois avait retrouvé une existence plus discrète, sous son nouveau nom, Bruay-la-Bussière. Daniel Bourdon, ancien policier, et vous avez beaucoup enquêté et contre-enquêté sur cette affaire. Pour vous, il y a d'autres pistes et vous en avez trouvé. Complètement. Quitte même presque, j'ai envie de dire, à identifier un suspect potentiel. Oui. Tout à fait. Alors racontez-nous en quelques mots. On ne va pas développer ici parce qu'il faut du temps pour développer une enquête comme ça. Prenez quand même une bonne petite minute. Mais je veux bien, bien sûr. Si vous voulez, la sortie de mon premier livre organise des gens qui sont prêts à parler. Effectivement, on a des témoignages qui sont très légers. Puis dans le témoignage, on a la pépite. On a dans un premier temps, on va me donner le nom et pratiquement l'adresse d'une personne qui peut-être a déplacé le corps de Brigitte. Effectivement, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose d'inespéré. Et puis en me rendant sur place, en ayant cet homme de face à moi, au bout d'un moment, autour d'un repas compliqué, une personne très complexe, mais va m'expliquer qu'effectivement, il a déplacé le corps de Brigitte.
Je l'ai déjà dit ici, d'ailleurs, à RTL. Et effectivement, ce qu'il va me dire, ce qu'il va me citer, ça semble tout à fait cohérent par rapport à la haie, par rapport à des éléments. Déplacer n'est pas tuer. Bien sûr. Daniel Bourdon. Non. Déplacer le corps de Brigitte, qui pour lui... Il explique, parce que d'ailleurs il apparaît dans la procédure, ce jeune homme. Et c'était un tout jeune homme à ce moment-là. Pour lui, il déplace quelqu'un qui a été tué accidentellement. Et qu'on ne veut pas d'histoire, donc on préfère le déplacer de quelques mètres. C'est pas le lieu exact du crime, oui, c'est pas le lieu. Mais de toute façon, le lieu, il est à 8 mètres, parce que ça passe juste derrière la haie. Donc c'est là où on est dans la position du corps, cette fameuse position où Madame Mayer aurait dû retrouver, voir le corps quand elle était sur le petit escabeau. Mais vous êtes allé plus loin, vous avez pu remonter sur des suspects potentiels. Bien sûr. Suspect potentiel. Non, la sortie du premier livre me fait rencontrer un homme qui travaille pour la police, mais qui n'est pas policier, il est administratif dans la police, et qui vient me dire, et qui me dit froidement dans les yeux, me dit, je suis pas tout à fait d'accord avec votre premier livre, ce que vous dites, parce que je connais l'assassin. Donc il me donne un rendez-vous par la suite, et on se donne rendez-vous, et là il va me dire, voilà, ma tante veut vous faire un témoignage, et cette femme va me témoigner comme quoi son mari aurait tué Brigitte cette nuit-là, et elle va m'expliquer avec des cohérences, des choses très précises, que je vais lui faire répéter plusieurs fois sur plusieurs appels téléphoniques, que je vais faire écouter un psychologue pour être sûr, est-ce que vous pensez qu'elle me ment, que je vais faire écouter à une journaliste spécialiste d'investigation aussi, et ce témoignage, je vais l'enregistrer à son insu, mais c'est une pépite, c'est un truc tellement important, et puis bon, je vais garder ce témoignage pour moi, évidemment, je vais pas le divulguer, parce que prendre un témoignage à la volée, c'est quand même pas très honnête, en fait, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et en fait, en remontant après, avec cet individu, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont concordantes dans ce qui est dit. Donc vous donnez de la crédibilité à ce témoignage, et vous ne pouvez pas le transmettre à la justice, c'est ça ? Non, parce que si vous voulez, l'affaire est prescrite. Alors je sais, la personne peut être entendue, mais j'apprends aussi, par cette femme, qu'elle va le dénoncer à la justice. Elle va le dénoncer. Il y a 6 ans ou 7 ans, à peu près, elle le dénonce, elle demande, elle va être auditionnée. Mais rien ne sera fait. Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite, et c'est peut-être, on ne sait pas, peut-être le meurtrier de la petite Brigitte, effectivement, que vous avez en ligne de mire. Pascal Cauchy, je voudrais, avec vous, qu'on conclue cette émission. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette affaire ? Alors évidemment, il y a un crime dont nous a très bien parlé Daniel Bourdon, crime inexpliqué, mais il reste plus qu'un fait divers, un fait de société. C'est tout à fait un fait de société, vous avez tout à fait raison, parce que c'est le terrain vague de 1972, finalement, c'est déjà ce paysage d'une France qui est en train de s'estomper, deux France d'ailleurs, la France héritée du 19e siècle, celle de la révolution industrielle, celle du pays des mines, le charbon, qui déjà est vraiment sur son déclin dans les années 60, et puis une autre France, celle des 30 Glorieuses, celle où à un moment donné il peut y avoir encore un espoir pour ces jeunes de Bréon-Artois de ne pas aller à la mine et de faire autre chose. Et cette France va être catapultée en quelque sorte, ou pulvérisée dans les années qui suivent, notamment avec les deux crises pétrolières. Donc finalement Bréon-Artois est très symptomatique de ce qu'on ne devrait pas dire en histoire, mais quand même d'un véritable tournant de société. Et qui s'appelle aujourd'hui Bruay-la-Buissière. Bruay-la-Buissière, absolument. On ne supportait peut-être pas aussi d'avoir ce nom peut-être accolé à cette histoire. Officiellement non, mais officieusement on peut penser qu'effectivement on voulait peut-être se débarrasser de ce patronyme. Merci beaucoup Pascal Cauchy et Daniel Bourdon d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.